Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Je crois qu'il est 16 heures. Euh, on va démarrer aujourd'hui à l'heure parce que la fois passée j'étais un peu en retard. On va essayer d'attendre une ou deux minutes pour pouvoir commencer. Donc ceux qui sont en ligne, vous pouvez déjà me dire si le son est bon. Si le son est bon, vous me le dites. Euh, Mon cher Antoine Aïvi, bonsoir. Coucou, bonsoir. Dites-moi si le son est bon, mon cher Antoine, si le son est bon pour que je puisse commencer. Alors, j'attends vos réactions, ceux qui sont là en ligne, si le son est bon pour qu'on puisse commencer. Marcus Tamatekou, bonsoir. Comment tu vas? Alors, dis-moi si le son est bon pour qu'on puisse commencer. J'attends les réactions pour voir si le son est bon pour que je puisse commencer parce que j'ai pas de retour. Coucou à Folabi, Noureni. Dites-moi si le son est bon. On pourra commencer. Merci. Le son est nickel. Merci Marcus. Donc je crois qu'on pourra commencer. Le son est bon. Donc merci Marcus. On va démarrer alors. Euh, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable. Bon, je ne sais pas, entre la littérature et la politique, quel est l'utile et quel est l'agréable. En fait, j'ai décidé avant chaque direct de consacrer 5 à 10 minutes à la présentation d'un bouquin, d'un livre que j'ai lu et que j'ai aimé. Et donc, on va commencer aujourd'hui. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On va commencer avec un auteur togolais, Théo Ananisso. Théo Ananisso, avec son roman Ténèbres à midi. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Théo Ananisso, il est togolais. Il est togolais, mais il ne vit plus au Togo depuis très longtemps. Et il fait partie des auteurs togolais les plus significatifs. Et il a publié à ce jour, je crois, 6 romans. Hein. Il a publié Lissaoé, ensuite Un reptile par habitant. Je crois que celui-ci est son troisième roman, Ténèbres à midi. Ensuite, il a publié L'invitation et Le soleil sans se brûler. Et tout récemment, son dernier livre, c'est Délicatessen. Bon, Théo publie beaucoup plus chez Gallimard dans la collection Continent Noir. Continent Noir qui est une magnifique collection de la grande maison d'édition française Gallimard qui publie en majorité des auteurs africains et noirs. Et donc Théo publie beaucoup plus dans cette collection. Et Théo Ananisso, c'est un auteur magnifique. Bon, je le dis magnifique parce que moi, j'aime beaucoup ce qu'il écrit et c'est quelqu'un qui a un style très, très fluide, très limpide, très facile à lire. Et surtout, vous pouvez déjà le deviner pourquoi je parle de lui avec cette grande admiration. C'est quelqu'un qui a une conscience politique très aiguisée. Et quand vous lisez Théo Ananisso, vous aimez ce qu'on appelle un intellectuel. Et venant d'un pays comme le Togo, c'est quelqu'un qui situe d'emblée la plupart de ses livres au Togo au sein de la nébuleuse qu'est aujourd'hui le pouvoir togolais qui régente le Togo depuis 50 ans. Donc c'est quelqu'un qui a une conscience politique très poussée qui décrit cette réalité glauque-là dans laquelle nous sommes au Togo de manière très réaliste, de manière précise. Et c'est ce qu'il fait très bien d'ailleurs dans ce livre Ténèbres à midi. En fait, je vais vous résumer le livre. C'est un auteur togolais et qui peut être Théo Ananisso, c'est le narrateur qui retourne au Togo pour pouvoir écrire un livre. Et il a une amie qui est libraire
et qui le présente à d'autres intellectuels togolais, notamment à un certain Éric Bamaison. Éric Bamaison qui est conseiller à la présidence. Et donc, quand on dit quelqu'un il est conseiller à la présidence, on s'attend nécessairement à quelqu'un qui a une vie réussie, qui a une vie matérielle réussie. Donc, Éric Bamaison s'attendait à rencontrer quelqu'un qui a réussi sa vie, mais une fois qu'il commence à discuter avec Éric Bamaison, il se rend compte qu'il a en face de lui quelqu'un qui est tourmenté, qui est totalement tourmenté au plus profond de lui, et en ayant fait le choix de rentrer au Togo et se mettre au service d'une dictature, une dictature qui est celle du Togo. Et donc, il est tourmenté, Éric Bamaison est tourmenté, même jusque dans son intimité, il est totalement tourmenté. Donc, c'est un peu ça, je vais pas dévoiler tout ce qui se dit dans le livre, surtout que la fin est très tragique, et la fin qui va se marquer par la mort, le suicide d'Éric Bamaison. Et ça, je considère ça comme une allégorie, parce qu'on est d'accord quand même que quand on naît au service d'un régime comme celui du Togo, un intellectuel qui se met au service d'un régime comme celui du Togo, le résultat ne peut être que la mort, soit une mort physique, comme le cas d'Éric Bamaison, ou une mort intellectuelle. Et ça, nous avons beaucoup d'exemples autour de nous, et tous les intellectuels qui se mettent au service de ce régime-là, et ils connaissent une mort intellectuelle, ils ne produisent plus rien, ils ne réfléchissent plus, et vraiment, ils ne font plus rien d'intéressant. Ça, on peut le voir autour de nous. Quand je dis ils ne publient plus, ils ne produisent plus rien, ils ne publient plus rien d'intéressant, ils ne font plus rien, ils sont englués dans cette nébuleuse-là où tout se résume autour de l'argent, du sexe, de la vulgarité et tout. Et donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi j'aime beaucoup ce livre de Théo Ananiso. J'ai lu tous ses livres, mais celui-ci fait partie c'est mon préféré de lui, en fait. C'est mon préféré de lui. Un très bon livre. On va lire un extrait à la page 54 et 55. Nous traversons la lagune qui divise la ville en deux. Toute la zone de part et d'autre de cette étendue d'eau sombre est un immense dépôt d'immondices. Une odeur humide et infecte s'introduit dans la voiture. À l'entrée du boulevard, Bamaison tourne à droite. Il dit « Je voudrais être informé de quelque chose. Par avance, je te prie de m'en excuser si cela te met mal à l'aise. Nous joignons le front de mer. Nous rejoignons le front de mer. Repassons devant la présidence de la République et l'hôtel Marina et continuons une nouvelle fois en direction du quartier des Hôtes de Marque. Avant la grande clôture, il s'engage dans une rue bordée de résidences luxueuses. Regarde la maison à droite, désigne-t-il peu après là où est garée la voiture. Nous la dépassons lentement. Une habitation à 2 étages, toute blanche. Un gardien en uniforme est assis devant. Bamaison nous dit rien d'autre. Nous nous éloignons. La voiture est celle de ma femme, fait-il d'une voix égale. Je comprends le sens de la phrase, sans plus. Il roule près d'une minute en silence, puis s'arrête en pleine voix. Il était le moteur, mais pas les phares, se tourne vers moi. La Golf est à ma femme, répète-t-il. J'attends la suite. La villa appartient au lieutenant Ngassa, directeur du port autonome et neveu du président. J'étais si loin du sujet que je m'exclame. Il explique. Ma femme est en ce moment au lit avec le neveu du président. Il me fixe dans la pénombre d'un air calme, esquisse même une sorte de sourire. Je t'ai parlé de mon enfance. J'ai voulu partager ça aussi avec toi. La nuit me semble soudain très opaque et notre promenade pleine de dangers. Les mains sur le volant, Bamaison regarde la rue qu'éclairent les phares du véhicule.
Pascal. Pascal, c'est le nom de la femme de ma maison. Pascal voulait qu'on reste ensemble malgré la distance. J'ai refusé pour cette femme. Il me manque des informations. Je connais certes le nom de Ngassa, mais ce qu'il m'apprend est incompréhensible. Comme il ne dit rien, je demande. C'est elle que tu es au courant? Une question que je regrette aussitôt. Il n'y répond pas. C'est la fille de Noël Bana. Alors voilà un extrait. Je crois que ça donne un peu une idée de ce qui se passe dans ce petit livre, parce que généralement les livres de Théo sont de petits livres, hein, 100, 120, 130, 150 pages, mais très dense, très profond. Donc ça donne un peu une idée de ce qui se passe dans ce livre. On voit Éric Bamaison qui amène son hôte devant une maison où sa femme est au lit avec un dignitaire du régime. Donc, pour ceux qui connaissent le Togo, ça vous donne une petite idée. Donc, je vous conseille vivement ce livre, Ténèbres à midi, de Théo Ananisso, publié chez Gallimard dans la collection Continent Noir. Pour le prochain direct, nous allons parler toujours d'un auteur togolais qui fait partie aujourd'hui des plus significatifs du monde francophone. Je voudrais parler de Samy Tchak. Samy Tchak, qui est aussi un intellectuel très intègre et très respectable, qui publie les fables du moineau dans la même collection que Théo Ananisso, c'est-à-dire Gallimard, dans la collection Continent Noir. Donc les fables du moineau de Samy Tchak, on va le présenter au prochain direct. Donc ça n'est fini avec l'entracte littéraire de notre émission. Merci à tous ceux qui sont en ligne. Nous allons commencer maintenant avec le volet politique. Alors, je ne sais pas comment commencer. J'ai fait la fois passée un direct où j'émettais mes doutes, je ne sais pas mes doutes, mais mon pessimisme, mon refus total de la nouvelle comédie qui va se dérouler sûrement au Togo le 22 février 2020. On nous parle d'une élection présidentielle à laquelle Faure Gnassingbé va encore se présenter. Mes chers compatriotes, les élections au Togo, je crois que chacun de nous peut déjà se faire une idée de ce que c'est. Le problème que nous avons au Togo avec les élections, ce n'est pas la volonté des Togolais d'aller aux urnes. Ce n'est pas la volonté des Togolais d'exprimer leur choix. Mais le problème que nous avons au Togo, c'est le cadre électoral et les institutions. Nous parlons de la CENI, nous parlons de la Cour constitutionnelle, nous parlons des institutions de l'État, nous parlons des médias et nous parlons des institutions internationales installées au Togo, leur couverture des événements. Nous parlons surtout du rôle de l'armée. En 2005, c'était la caricature. Nous avons vu, les médias internationaux ont filmé des militaires qui sont rentrés dans les bureaux de vote, dans les endroits qui sont favorables à l'opposition et qui ont volé des urnes, qui ont détalé avec ces urnes-là. Nous avons vu les Togolais qui se sont manifestés et qui ont dit non, qui ont rejeté les résultats, mais nous avons vu ce qui s'est passé. Des milliers de morts. En 2010, M. Jean-Pierre Fabre a gagné les élections. Tout le monde le sait, mais Faure Gnassingbé est toujours au pouvoir. En 2015, M. Jean-Pierre Fabre a été encore plébiscité par les Togolais, mais Faure Gnassingbé est resté au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'en 2020, on doit encore aller aux élections alors que rien n'a changé? Rien n'a changé au niveau des institutions, rien n'a changé au niveau de l'armée. Mais on nous demande encore d'aller aux urnes. Mais pour quel enjeu? Pour aller faire quoi? Je ne sais pas si
peut-être, vous qui êtes en ligne, vous avez une idée, parce que moi, je ne suis pas dans la posture nécessairement du donneur de leçons, ou bien de... Non, non, non. Je veux juste comprendre. Je comprends pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on doit aller à ces élections. Parce que c'est subjectif ce que je dis. Pour moi, c'est un non-événement. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, surtout que cette année, il y a un autre facteur qui est venu s'ajouter au désastre, c'est que beaucoup, la majorité des votants n'ont pas de carte d'électeur. Parce que l'opposition même avait demandé aux militants de ne pas aller se faire recenser. Je ne les accuse pas, je n'accuse pas l'opposition. Et elle a raison. Parce que les conditions dans lesquelles le recensement était en train d'être fait n'étaient pas normales. Des conditions là n'étaient pas normales pour qu'on se recense. Donc l'opposition avait donné des consignes fermes pour que ces militants ne se fassent pas recenser. Et jusque-là, il n'y a pas eu d'autres recensements. Il y a eu juste des révisions. Et les révisions, même nous avons vu comment ça se passe. Le régime, sachant que tous ceux qui vont venir s'inscrire sont favorables à l'opposition, fait tout pour qu'il y ait le minimum possible de gens qui s'inscrivent. Et ce facteur-là vient s'ajouter à une CENI où il n'y a pas un seul représentant de la vraie opposition. En 2015, souvenons-nous, la CENI avait comme vice-président un représentant, un membre de l'opposition, de la partie dure de l'opposition, je parlais de l'ANC, à la personne de M. Pedro Amouzou. Et nous avons vu comment M. Pedro Amouzou s'est battu pour pouvoir exprimer le vote des Togolais, pouvoir défendre le vote des Togolais. Mais nous avons vu que ça n'a rien donné. On a vu le président de la CENI, M. Tafa Tabiou, qui est passé à la télé avec des chiffres qu'il n'arrivait pas lui-même à lire. M. Tafa n'arrivait pas à lire les chiffres parce que les chiffres avaient été des chiffres qu'on lui a mis sous le nez et qu'il ne maîtrisait pas. Les vidéos sont là et qu'on voit. Tout le monde peut le voir en ligne. Malgré ça, M. Fonda Singbe est toujours au pouvoir. Et on nous demande encore d'aller aux élections. Dites-moi, quelle est la garantie que nous avons cette année que si nous allons à ces élections, on peut défendre nos votes? On nous parle aujourd'hui, parce que la variable qui est rentrée en jeu cette année, c'est la candidature unique de l'opposition. Je ne l'appelle pas comme ça parce que ce n'est même pas une candidature unique de l'opposition. La candidature d'une partie de l'opposition qui a été proposée par Monseigneur Kodjo, notamment M. Agbeyomi. Et les raisons qu'on nous donne, d'abord, les raisons qu'on nous a données pour le choix de M. Agbeyomi, c'est que n'étant pas de la partie dure de l'opposition et étant un ancien militant de la dictature togolaise, il a des amis au sein du pouvoir et ces amis-là, il peut les rassurer pour qu'il n'y ait pas de représailles. Parce qu'on nous fait croire que si le RPT uni ne quitte pas le pouvoir, c'est parce que ces barons, ces caciques ont peur de représailles. Donc, c'est pourquoi il ne veut pas laisser le pouvoir. Donc, il faut leur proposer quelqu'un qui puisse les rassurer pour qu'ils lâchent le pouvoir. Si c'était vrai, le prélat, Monseigneur Kodjo, a proposé M. Agbeyomi avant la déclaration de candidature de M. Fonda Singbe. Donc, si cette logique devait se faire, comme on voulait faire le rapprochement avec la RDC, Fonda Singbe ne devait pas se présenter. Mais on a vu que Fonda Singbe s'est représenté. Mais entre nous, est-ce que nous sommes en train d'imaginer qu'un régime qui, pendant 50 ans, a cherché par tous les moyens à montrer au monde entier qu'il est populaire, nous pensons que ce régime-là va quitter en ayant perdu des élections? Ils vont s'en aller, M. Fonda Singbe va s'en aller aujourd'hui en acceptant de perdre des élections. Le seul moyen possible par lequel Fonda Singbe pouvait sortir de la vie politique togolaise, et avec la tête plus ou moins haute, c'est de ne pas se présenter. Mais il ne va quand même pas quitter sur une défaite. C'est pas concevable. C'est pas concevable que ce régime-là accepte aujourd'hui une défaite et qu'il s'en aille. Je ne vois pas la logique dans ça. Parce que ça ne peut pas se faire. Ça ne va pas se faire. Je crois quand même que c'est facile comme ça à comprendre.
Si le RPT uni voulait lâcher le pouvoir, Faure Gnassingbé ne devait pas se représenter. Il ne devait même pas y aller. Faure Gnassingbé ne va pas se présenter à une élection pour la perdre. Non. Il a toute l'armée, toute son armée clanique derrière lui qui va l'imposer parce que c'est cette armée-là qui nous l'a imposé en 2005. C'est cette armée qui a protégé son père pendant tout son règne de 30 ans, de 40 ans. Et c'est cette armée qui nous l'a imposé en 2005. Et quand nous n'avons pas accepté, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on est en train de rêver que Faure Gnassingbé va se présenter à une élection, perdre cette élection et s'en aller. Je ne vois pas de logique dans ça. Je ne vois aucune logique dans ça. Et nous savons aujourd'hui que les Togolais sont dans une démotivation totale. Parce qu'ils ont tout donné en 2017, ils ont tout donné en 2018. Et aujourd'hui, tout le monde est fatigué. Il n'y a plus de répondants aujourd'hui où on puisse demander aux gens, remettez-vous dans la rue. On voit ce qui se passe actuellement à Bafilo. On voit tout ce qui se passe à Sokode, où les poches restantes de résistance qui sont là sont en train d'être passées à tabac de la manière la plus violente possible. Et personne ne dit rien. On tue les gens, on frappe les gens à Bafilo, à Sokode, mais les gens sont tellement démotivés que ça ne les touche plus. Et c'est ces gens-là à qui nous allons demander, le 22 février ou le 23 février, de se mettre dans la rue pour réclamer leur victoire et la victoire de qui? De M. Agbeyome. Est-ce que nous pensons réellement que ce scénario va se faire? Moi, le problème, je l'ai dit la fois passée, je n'ai aucun problème avec M. Agbeyome. N'importe qui peut remplacer aujourd'hui Faure Gnassingbé, moi je suis partant. Même si on place Faure Gnassingbé à côté d'une chèvre et on me demande de voter, je voterai pour la chèvre. Je suis prêt à remplacer Faure Gnassingbé par n'importe qui. Donc, M. Agbeyome, je l'aurais accueilli à deux bras si les cadres électoraux, les conditions étaient réunies pour qu'on soit sûr que le vote va donner ce que les Togolais veulent. Et je sais aujourd'hui que si on parle réellement aux Togolais, on place Faure Gnassingbé à côté d'Agbeyome aujourd'hui et qu'on leur demande de voter, bon, peut-être le passé de M. Agbeyome est là, mais ils vont quand même voter M. Agbeyome. Ça, il faut qu'on se le dise, c'est une vérité qu'il faut qu'on se dise. Si on communique aujourd'hui avec les Togolais et on leur explique que vous avez devant vous M. Faure Gnassingbé et M. Agbeyome, votez quelqu'un parmi les deux, mais ils vont voter M. Agbeyome. La majorité quand même, tous les militants de l'opposition, même s'ils vont le faire le cœur gros, parce qu'ils n'ont pas oublié le passé de M. Agbeyome, ils vont voter M. Agbeyome. Mais le problème aujourd'hui qui se pose, je crois qu'on est en train de brûler des étapes. On n'est pas encore à cette étape-là. Parce que les élections au Togo, ce n'est pas des élections. Les résultats qui sortent n'ont rien à voir avec ce qui est passé dans les urnes. Lorsque Monseigneur Poduro a lancé son initiative, j'ai été l'un des premiers à le soutenir. Parce que moi, je pensais que avec les fonds récoltés, on allait repasser à la mobilisation du peuple. On allait faire du lobby et on allait choisir un candidat qu'on va passer le temps nécessaire à présenter aux Togolais pour qu'ils l'acceptent. Je croyais que la mobilisation, je croyais que l'action de Monseigneur Poduro allait permettre de remobiliser d'abord le peuple. Essayer de réclamer au moins une amélioration du cadre électoral. On est sûr qu'on ne peut pas avoir un cadre électoral totalement assaini pour qu'on ait au moins un semblant pour qu'on ait au moins une amélioration par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Mais on n'a pas ça. Ça n'a pas été fait. Et qu'est-ce que nous pensons aujourd'hui que les Togolais sont en mesure de faire pour remédier à ça? La rue, les manifestations dans la rue. Ah oui, il n'y a que ça qui soit laissé aux Togolais. Mais on voit tous, les gens sont aujourd'hui démobilisés, les gens sont fatigués. On ne va quand même pas courir droit dans le mur en utilisant une méthode qui ne va pas donner. Mon gros problème est à ce niveau. Je n'ai pas de problème avec M. Agbeyome. Je n'ai pas de problème avec M. Jean-Pierre Fabre. Je n'ai pas de problème avec le professeur Aimé Gogué. Non, moi, tout candidat qu'on présentera contre Faure Gnassingbé, je le soutiendrai, mais dans un cadre électoral assaini,
avec des institutions crédibles. Parce que cette expérience-là, d'aller aux élections avec des institutions acquises au pouvoir, avec ce cadre électoral totalement corrompu et biaisé, on a trop fait cette expérience-là. Je ne pense pas qu'on doit encore continuer à le faire. Il faut s'arrêter à un moment. Donc, moi, ces élections du 22 février, je le dis et je le répète, pour moi, c'est un non-événement total. Ça ne me regarde en rien. Nous sommes en train de sauter des étapes. L'étape qu'on doit actuellement, selon moi, aborder, c'est la remobilisation du peuple. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on choisit un candidat consensuel. Que ce soit M. Agbeyome, que ce soit Jean-Pierre Fabre, que ce soit Aimé Gogué, que ce soit qui, je ne sais pas, n'importe qui, mais qu'on prenne le temps d'expliquer aux Togolais l'importance de ce choix, le bien fondé de ce choix. Qu'on communique avec les Togolais sur le bien fondé de ce choix. Et qu'on demande aux Togolais maintenant de se remobiliser, de retourner dans les manifestations pour qu'on ait au moins quelques réformes du cadre électoral, de la CENI, de la Cour constitutionnelle, avant d'aller à une élection. Mais se lever encore aujourd'hui, dans ces conditions-là, et aller à une élection et venir demander aux Togolais de se mettre dans la rue, je pense quand même que c'est se faire harakiri. Et c'est exposer les Togolais à des dangers inutiles. Le soir du 22 février, je ne suis pas sûr, ou le 23 février, ou le 24 février, ou le 25 février, parce que les élections se proclament au Togo des jours après, je ne suis pas sûr, ou bien je ne dirais même pas que je ne suis pas sûr, je suis totalement rassuré et sûr que ce régime ne proclamera aucun candidat vainqueur, aucun candidat de l'opposition vainqueur. Si Faure Gnassingbé s'est présenté à ces élections, c'est parce qu'il est sûr que l'armée lui a donné la garantie de le maintenir. Donc on ne va pas encore pousser les Togolais à aller risquer leur vie, on ne va pas encore pousser les Togolais à se stresser, à connaître toutes les affres possibles que cette armée clanique leur fait vivre. Je ne pense pas qu'on ait besoin de ça aujourd'hui. Nous sommes en train de brûler des étapes. Pour ceux qui, généralement, lorsqu'on fait des directs, viennent demander « Qu'est-ce que toi tu proposes ?» Ce que je propose, le voici. On remobilise les Togolais. Parce que tout le monde est démobilisé. Les militants de l'ANC, les militants du PNP, la société civile, tout le monde est aujourd'hui démobilisé. Donc, il faut remobiliser les Togolais. Il faut remobiliser les Togolais et leur demander de réclamer des réformes sur le cadre électoral. Et une fois que c'est fait, on choisit un candidat consensuel, que ce soit un candidat d'un parti politique ou de la société civile, je ne sais pas. On choisit un candidat consensuel sur lequel la majorité, au moins, des leaders de l'opposition sont d'accord. Un candidat consensuel que la majorité des leaders de l'opposition acceptent. Et on le choisit, on prend le temps d'expliquer aux Togolais le bien fondé du choix de ce candidat avant de parler d'élection. Voilà, moi, ma proposition. Pour ceux qui demandent généralement qu'est-ce que tu proposes, voilà ce que je propose. Mais au-delà de ça, appelez les Togolais aujourd'hui à aller aux élections dans ces conditions, je le redis, c'est se faire harakiri. Et je ne suis ni de près ni de loin lié à cette élection-là. Élection, je l'ai dit depuis la fois passée, je le mets entre guillemets, parce que ce ne sont pas des élections. On va imposer Faure Gnassingbé aux Togolais pour les 5 années à venir, si nous tenons toujours à aller à ces élections. Pour les législatives, pour les élections locales, je l'ai dit, c'est discutable. On peut se dire peut-être que l'enjeu, c'était de glaner quelques postes de députés, de glaner quelques postes de conseillers communaux et de maires, je ne sais pas. Mais pour l'élection présidentielle, il y a un seul fauteuil qui est promu et il n'y a aucune récompense pour le deuxième. En 2010, M. Jean-Pierre Fabre avait été déclaré deuxième. Tout le monde sait qu'il a gagné, mais on l'a déclaré deuxième.
En 2015, il a été déclaré deuxième. Tout le monde sait qu'il a gagné, mais on l'a déclaré deuxième. Mais quel a été le poste qu'il a eu avec ça? Non. Quel a été l'avantage qu'il a eu avec ça? Non, je n'en vois pas moi. Donc, pourquoi persister? C'est-à-dire, pourquoi encore aller à une élection où il n'y a pas d'enjeu? Moi, toute mon inquiétude se situe à ce niveau. Pourquoi est-ce que nous allons à une élection où il n'y a pas d'enjeu? Le deuxième n'a aucune récompense. Il n'a pas de poste. Il n'a rien. Mais pourquoi nous y allons? Ça me pousse finalement à rejoindre la théorie de ceux qui pensent que la plupart de ces leaders-là vont aux élections, je suis désolé de le dire, juste pour pouvoir prendre les dotations que l'État donne. Je crois que finalement c'est ça. Parce que c'est des gens que j'ai passé tout mon temps à défendre, parce que je les comprends. Se battre comme un régime, contre un régime comme celui du Togo, c'est pas facile. Je les ai toujours compris. Mais cette nouvelle logique dans laquelle ils sont, je ne la comprends pas. Je le dis, je ne ferme jamais les portes. Je suis ouvert aux différentes propositions. Peut-être que c'est moi qui ne vois pas la chose sous le bon angle, mais je ne vois pas l'importance de cette élection. Peut-être, s'il y en a qui voient l'importance, on peut toujours continuer à en parler, mais moi, je ne vois pas l'importance de cette élection-là. Je ne vois pas l'importance. Surtout avec un candidat joker sur lequel il n'y a pas d'unanimité. Parce qu'il faut qu'on se le dise sur M. Alboyome, il n'y a pas d'unanimité aujourd'hui. Les deux plus grands partis d'opposition du Togo, l'ANC et le PNP, parce que c'est les deux plus grands actuellement, c'est les deux qui ont le plus de militants, n'ont pas donné leur accord pour ce choix-là. Et il ne faut quand même pas qu'on rêve. Si on enlève les militants de l'ANC et du PNP, le candidat unique là, qu'on nous a proposé, quel est le score qu'il pourra faire? C'est pourquoi je dis, s'il va falloir choisir un candidat, on choisit un candidat consensuel. On choisit un candidat qui sera accepté par au moins la majorité des militants des forces démocratiques. Sinon, au-delà de ça, je ne vois pas pourquoi nous devons courir vers une élection que nous savons perdue d'avance. Voilà un peu ce que moi j'avais à dire. Et ces élections, nous sommes en train de sauter des étapes. Je répète, il nous faut aujourd'hui remobiliser les Togolais. Parce que même au lendemain des élections, lorsque l'élection sera volée, il faut que les gens rentrent dans la rue pour pouvoir réclamer. Mais l'état d'esprit dans lequel les Togolais sont aujourd'hui, je ne les vois pas aller faire ça. Donc, il faut une remobilisation. Et deux, il faut que le candidat unique choisi fasse l'unanimité. On ne peut pas faire l'unanimité à 100%, mais qu'il ne soit pas un candidat qui donne l'impression de plus diviser que de réunir. Et il nous faut ces deux étapes-là avant toute élection. Sinon, les conditions dans lesquelles nous sommes en train d'aller aux élections aujourd'hui, moi, je le dis, c'est subjectif, c'est mon point de vue, ça ne me convainc pas et ça ne me convainc pas du tout. Chers compatriotes, merci d'avoir été là. Je souhaite une bonne fin de journée dominicale à toutes et à tous. Merci d'avoir été là.